Attends, tel que tu les dépeins, la Seconde République et le Printemps des peuples, ça a l'air d'être l'apogée de l'émancipation des peuples. Un moment libérateur, où s'expriment les valeurs sociales, démocratiques, humanistes, tout ça. Mais moi aussi, j'ai lu des choses sur la période et je suis désolé, Nat. Mais ce que tu viens de me décrire, ça n'est qu'un aspect de ce qu'il s'est passé. Je veux pas lui intenter un procès à charge, mais ta Seconde République, elle a aussi une face très sombre. Tu connais mes combats au sujet de la colonisation. Et si en 1848, en France, c'est le suffrage universel masculin, l'abolition de l'esclavage et le droit au travail revendiqué, laisse-moi te dire qu'en Algérie, c'est la colonisation qui se poursuit. Attends, tu vas voir. Je sais que Victor Hugo rapporte même un épisode d'une discussion qu'il a eue à ce sujet. Je cherche. C'était dans Les choses vues, je crois. Tiens, lis ça. 15 octobre 1852. Algérie. Le général Flo me disait hier soir que dans les razzias, il n'était pas rare de voir les soldats jeter à leurs camarades des enfants qu'ils recevaient sur la pointe de leurs baïonnettes. Ils arrachaient les boucles d'oreilles des femmes, les oreilles avec, et coupaient les doigts pour avoir les anneaux. Atrocité du général négrier. Le colonel Pélissier. Les Arabes fumaient vifs. Et tu sais d'où ça vient, cette histoire de fumer vif? Des enfumades. Une technique utilisée par les troupes françaises lors de la conquête au milieu des années 1840. Devant l'avancée des troupes françaises, des villages entiers se sont réfugiés dans les grottes. Les Français ont alors placé des fagots de bois à l'entrée et y ont mis le feu. Prisonniers des flammes, plusieurs centaines d'enfants, de femmes et d'hommes sont morts asphyxiés ou de chaleur. Le général Cavaignac, républicain affirmé, utilisa cette technique. Ses talents de pacificateur, comme on disait à l'époque, sont même utilisés à Paris pour réprimer l'insurrection des ouvriers au moment où la République est disputée entre modérés et sociaux-démocrates. Aux morts d'Algérie et de Paris s'ajoutent les ouvriers qui n'ont pas été tués mais sont déportés en Algérie. Mais ce pouvoir exécutif, il ne le détient que jusqu'à la fin de l'année 1848, jusqu'à ce qu'il perde les élections présidentielles face à Louis-Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, du neveu Bonaparte, parlons-en. Il se place en défenseur des acquis révolutionnaires et du suffrage universel. Pourtant, il rétablit l'Empire suite à un coup d'État, muselle l'opposition républicaine, acte la montée en puissance du libéralisme économique, après avoir envoyé des ouvriers parisiens peupler et exploiter les terres spoliées aux Algériens. Ce que je veux dire, en fait, c'est que les choses sont plus complexes, plus nuancées qu'elles n'y paraissent. Je suis pas historien. Je prétends pas tout savoir ou comprendre de cette période. Et tu me diras que mon regard n'est pas objectif non plus. Ce qui est vrai. Mais après tout, c'est ça aussi, l'histoire. Je veux dire, c'est pas que une succession de faits dont des archives prouvent l'existence. Chaque personne et chaque période pose un regard renouvelé sur ces faits en fonction de leurs préoccupations et sensibilités. Donc oui, cette période m'intéresse, mais pour des raisons et avec des conclusions différentes des tiennes. Pour moi, qui suis étudiant en droit et qui milite politiquement, la phrase qu'a sortie Louis-Napoléon Bonaparte après son coup d'État me donne envie de m'intéresser d'un peu plus près au bonhomme. Écoute ça. La France a répondu à l'appel loyal que je lui avais fait. Elle a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit. C'est pas fou cette phrase? Le mec, sans vergogne, balance qui fait un coup d'état pour rentrer dans le droit. Cette phrase résume presque à elle seule toutes les ambiguïtés du personnage. Et avec lui, la réaction est en marche.